We need help. We need help, please. We need help. We need help. Il faut fuir encore. Fuir face au climat délétère dans le campement. Le manque d'eau et de vivres, les agressions et les altercations avec les riverains. We are dying. No water, no food. We have been sleeping here. Look at where we are sleeping. Snake all over. مش تونس بركة يا زلمة تتحمل الوضعية اللي احنا فيها. احنا لو ما بنقدر يا زلمة. Tunisie, terre de passage, un podcast de Spectomédia. Donc, je suis Sophie Duval, je suis chargée de plaidoyer sur les migrations internationales au sein de l'ONG CCFD Terre Solidaire. Tu as travaillé sur un rapport concernant les financements migratoires en Tunisie. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce rapport ? Alors ce rapport, il vise à mettre en exergue les liens qu'il y a aujourd'hui entre des financements qui sont dépensés par l'Union européenne et par la France envers les autorités tunisiennes qui sont impliquées dans le contrôle des frontières et des violations des droits humains qui sont commises par ses propres autorités. Tout a commencé en décembre 2022. Le CCFD Terre Solidaire est allé à la rencontre d'associations en Tunisie avec qui on travaille depuis de nombreuses années sur différents sujets, dont la politique migratoire. Et à travers ce déplacement qu'on a fait entre Tunis, Sfax, Zarzis, revenait assez fréquemment la question des violations des droits humains qui étaient commises par des gardes-côtes et des gardes-frontières en Tunisie. Donc ça, c'était en décembre 2022. Depuis, la situation, elle s'est extrêmement aggravée pour les personnes exilées, notamment celles d'origine subsaharienne dans le pays. Et donc, nous, ce qu'on a voulu mettre en exergue à travers ce rapport, c'est finalement une certaine complicité de l'Union européenne qui finance depuis des années, particulièrement depuis 2015, ces forces de l'ordre qui sont impliquées dans des violations directes des droits humains des personnes exilées. On n'a pas de travail. On vient quitter. Le 16 juillet 2023, la présidente de la Commission européenne, aux côtés du Premier ministre néerlandais et de la présidente du Conseil italien, s'affiche main serrée avec le président tunisien Kais Saied lors de la signature d'un accord historique entre l'Union européenne et la Tunisie. We will cooperate on border management, anti-smuggling, return and addressing root causes in full respect of the international law. Cette fois, la visite européenne a été fructueuse. Ce dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, étaient de retour en Tunisie. Et en fin de journée, ils ont pu annoncer un accord entre l'Union européenne et la Tunisie. Il s'agit d'un investissement dans notre prospérité partagée, dans la stabilité et dans les générations futures. Le mémorandum prévoit une aide budgétaire de 150 millions d'euros pour la Tunisie, étranglée par sa dette et à court de liquidités. Une aide néanmoins conditionnée à la signature d'un accord entre Tunisie et FMI. Donc cet accord s'appelle le Memorandum d'entente. C'est quoi exactement ? Est-ce que on peut partir de cette date-là pour comprendre un petit peu ce qui se passe entre l'Union européenne et la Tunisie ? Oui, tout à fait. Le mémorandum d'entente, il s'appelle comme ça parce que déjà, c'est pas un accord formel. C'est pas un accord international qui a été ratifié par le Parlement européen et le Parlement tunisien. C'est juste un accord informel signé entre deux parties qui sont donc la Commission européenne et la Tunisie et qui vise à différentes choses. Notamment la coopération migratoire, mais en fait, ça s'inscrit dans un contexte un petit peu plus large en Tunisie, où la Tunisie fait face à une crise de surendettement assez profonde depuis quelques années, et elle est en négociation avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour la restructuration de cette dette. Les négociations sont hyper complexes avec le FMI, et donc la Tunisie cherche des appuis au niveau diplomatique pour négocier et aussi pour avoir des appuis budgétaires pour l'aider dans cette restructuration et faire face à une crise économique et sociale. Et donc ce mémorandum d'entente, il est signé dans ce contexte-là, c'est-à-dire l'UE s'engage à aider les négociations, à être du côté de la Tunisie pour aider ce pays face au Fonds monétaire international, mais en échange, l'Union européenne
lui impose une coopération migratoire pour à la fois éviter les départs depuis les côtes tunisiennes pour rejoindre l'Europe, mais aussi pour qu'elle accepte de réadmettre ses ressortissants qui sont expulsés des pays européens. Et il se trouve que le 20 juillet 2023, il y a une image qui a frappé le monde entier, qui est celle des cadavres d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Marie et de sa mère Fatih Dosso, qui sont retrouvés dans le désert à la frontière tuniso-libyenne. Ce cliché a ému le monde entier. Cette image a fait le tour du monde et suscité une vive émotion. Une mère et sa fille gisent tête baissée dans le sol du désert tunisien. Probablement morte de soif, recroquevillée près de sa mère. Cette image, elle a fait le tour du monde, comme je viens de le dire. Elles sont d'origine ivoirienne et elles avaient été arrêtées quelques jours auparavant par les autorités tunisiennes, puis abandonnées sans assistance jusqu'à leur lente agonie causée par le manque d'eau. En quoi ce qu'on a vu juste avant avec ce mémorandum d'entente et cette image est le reflet de la politique tunisienne et de cette externalisation des frontières? Oui, en fait, pour nous, cette image, elle est clairement illustrative du cynisme dont fait preuve l'Union européenne sur sa politique migratoire. C'est-à-dire qu'elle exerce un chantage énorme vis-à-vis de la Tunisie pour exiger, encore une fois, d'empêcher les départs depuis les côtes et de réadmettre les ressortissants. Et donc, cette pression, elle sait, l'Union européenne et les États membres savent qu'elles ont des conséquences extrêmement violentes pour les personnes exilées, puisque les autorités tunisiennes, et ça c'est avéré depuis des années et des années, pratiquent des déportations massives de personnes exilées dans le désert. Donc là, à la frontière libyenne et la frontière algérienne, ça s'est concrétisé de manière beaucoup plus importante ces derniers mois. En effet, le décès de Marie et Fatih Dosso est assez emblématique en fait de ces expulsions massives qui ont eu lieu. Mais c'est aussi des violations qui sont commises par les gardes-côtes au large de la Tunisie et qui provoquent des naufrages, provoquent finalement des morts en Méditerranée. Support Libyan Coast Guard, please keep your distance. Don't shoot at the people. Est-ce que on peut revenir, Sophie, sur ce qui s'est passé le 21 février 2023 pour comprendre en fait le contexte dans lequel on est, qui est un contexte, on va le voir plus tard, qui est un contexte lié à la dérive autoritaire du président de la République tunisienne, mais il met le feu aux poudres, si je peux dire, en déclarant dans un communiqué, donc en février dernier, qu'il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. Ça signifie quoi et quelles vont être les conséquences de cela ? Ça signifie que le président Raïs Saïed essayait déjà depuis quelques temps d'exacerber une espèce de nationalisme tunisien afin de justifier justement cette dérive autoritaire. Donc il essaye de construire un ennemi intérieur à travers des oppositions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient médiatiques ou associative. Mais cet ennemi intérieur aussi, il a trouvé une figure très finalement facile, qui est celle du bouc émissaire de l'étranger, et de l'étranger subsaharien. Et donc en fait, à partir du 21 février 2023, Raïs Saïed va exacerber cette figure de l'étranger comme bouc émissaire de tous les maux de la société, pour finalement justifier toutes les violences qui sont commises à l'encontre de ces personnes, justifier les déportations massives qui vont suivre dans le désert et justifier encore une fois les violations de la part des gardes-côtes tunisiens. Et concernant les financements, qui est le cœur en fait de ton rapport, à quand remontent en fait les premiers financements des États européens vers la Tunisie ? Alors la coopération migratoire entre la Tunisie et l'Union européenne, c'est une vieille histoire. Ça date depuis les années 90, où on a les premières discussions au sein du dialogue euro-méditerranéen qui s'appelle le dialogue 5+5, qui va rassembler une dizaine de pays de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée, et dans lequel s'inscrit du coup cette dimension migratoire au premier plan.
Ça va pas donner ses fruits tout de suite, hein, ce qu'on appelle le partenariat pour la mobilité qui est signé entre l'Union européenne et la Tunisie. Il faut attendre 2014 avant qu'il soit signé. Pour autant, il y a déjà des financements en fait, de coopération migratoire qui sont échangés entre ces deux espaces, soit directement par l'Union européenne, soit par certains États membres. C'est notamment la coopération spéciale avec l'Italie qui se met en place dès la fin des années 90 et qui va en effet mettre en place un certain nombre de financements directs de ce pays à la Tunisie pour empêcher le départ de personnes migrantes pour rejoindre l'Italie. Mais même si cette coopération elle est finalement ancienne, l'argent qui est dépensé par l'Union européenne, ça reste des sommes qui sont assez marginales jusqu'à 2015. Et en 2015, on a ce qu'on appelle le sommet de la Valette, qui est un sommet qui va rassembler les pays de l'Union européenne et des pays de l'Union africaine. Donc un sommet euro-africain dans lequel la question des migrations devient absolument cruciale et où les pays vont se mettre d'accord sur un plan d'action qu'on appelle le plan d'action de la Valette et vont associer à ça un fonds qu'on appelle le fonds fiduciaire, qui est un fonds spécial dans lequel les États membres vont apporter des contributions afin, encore une fois, de limiter les migrations vers l'Europe. En même temps, la Tunisie, elle a longtemps refusé d'être le garde-frontière de l'UE, mais elle accepte des sommes progressivement venant de l'UE. Donc on voit un double discours et ce double discours il va s'accentuer au fur et à mesure des années, mais il y a quand même un basculement entre 2015 et 2021. On voit vraiment des sommes qui ne cessent d'augmenter. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur justement cette période et les différents programmes qui sont mis en place ? Oui, en effet, c'est vraiment un double discours de la part du gouvernement tunisien. En fait, il y a une posture publique du gouvernement tunisien qui va se dire officiellement ne pas vouloir être le garde-frontière de l'Union européenne, en refusant, par exemple, en 2018, d'avoir des plateformes de débarquement sur son territoire, ce que le Conseil européen voulait développer dans certains pays de la rive sud de la Méditerranée. Ça va être un refus catégorique de la coopération avec Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, malgré en fait des opérations qui se passaient déjà en Méditerranée en collaboration avec Frontex. Donc c'est là tout l'enjeu du double discours. Il y a aussi le refus de signer un accord de réadmission avec l'Union européenne, c'est-à-dire un accord qui permettrait de faciliter la délivrance de laissez-passer consulaires pour l'expulsion des ressortissants tunisiens vers la Tunisie. Mais au-delà de ça, comme tu le disais, en fait, il y a énormément d'argent qui est accepté par la Tunisie dans une espèce de chantage que lui livre l'Union européenne. Et ce qui est intéressant entre 2015 et 2021, c'est que cette coopération migratoire, elle explose à travers notamment ce fonds fiduciaire pour l'Afrique issu du sommet de la Valette. Au sommet de la Valette à Malte, l'Union européenne rencontre 30 États africains pour d'améliorer le quotidien des gens là-bas pour les dissuader de partir. Alors, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker... Très attendu sommet Europe-Afrique de la Valette s'ouvre dans quelques heures sur fond de crise migratoire sans précédent. On en parle avec l'invité du jour. Mais elle explose pas sur n'importe quel programme sur les migrations, parce que bien sûr, l'Union européenne va beaucoup mettre en avant, et la Tunisie aussi, les enjeux de migration légale, la facilitation de la délivrance de visas, etc. Mais le fond du fond, c'est finalement que environ 50% de cette coopération migratoire ne va qu'à des programmes qui renforcent les contrôles des frontières et qui, de fait, limitent les migrations depuis la Tunisie vers l'Europe. On parle de quelle somme exactement ? Donc 87 millions d'euros, c'est la somme totale qui a été déboursée sur des projets migratoires en Tunisie. Et environ la moitié en fait de ces 87 millions d'euros ont été déboursés sur des programmes spécifiques sur le contrôle des frontières et la limitation des migrations. Le BMP, c'est un acronyme anglais pour Border Management Program for the Maghreb Region, qui est du coup un programme, comme son nom l'indique, de gestion des frontières sur la région du Maghreb, qui est un programme qui est développé dans le cadre du fonds fiduciaire pour l'Afrique en 2015, qui a une composante au Maroc et
en Tunisie et qui vise en fait à gérer les frontières de manière à accentuer le contrôle frontalier. Ce programme sur la composante tunisienne, qui est quand même la plus grande partie en fait du BMP Maghreb, il vise en fait à ce qu'ils appellent très poliment atténuer les vulnérabilités provenant de la migration irrégulière et à lutter contre la migration irrégulière. Très concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, la Tunisie bénéficie de ce fonds pour créer tout un système de renforcement de la surveillance des côtes, de la surveillance maritime, et créer ce qu'ils appellent un système intégré de contrôle de la frontière maritime, c'est-à-dire renforcer en fait les autorités qui sont compétentes en la matière, notamment la Garde nationale maritime tunisienne, pour disposer d'assez de capacités pour surveiller les côtes, pour intercepter des navires en mer et finalement limiter la migration. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la période depuis 2021 jusqu'en 2027 ? Là, il se passe plein de choses. Il y a énormément d'accords et d'argent qui ont été en fait déboursés pour l'externalisation des frontières en Tunisie. Est-ce que tu peux nous rappeler exactement où on en est aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, en fait, on est dans une phase un peu intermédiaire, c'est-à-dire que le Fonds fiduciaire pour l'Afrique est en train de terminer l'ensemble de ses financements jusqu'en fin 2024, et c'est le cas aussi en Tunisie, notamment sur le programme BMP Maghreb dont on parlait. Donc on est dans une phase de transition où le budget européen est extrêmement conséquent désormais sur la question migratoire, puisque sur l'aide internationale de l'Union européenne, on a plus de 10% qui est dépensé sur la question migratoire. Donc ça veut dire concrètement énormément de financement. Et donc là, ce que cherche l'Union européenne, c'est en fait de consolider ce qui a été fait dans la période du Fonds fiduciaire pour l'Afrique et d'amplifier ces financements-là. Donc à la fin du Fonds fiduciaire en Afrique, qu'est-ce qu'on a eu concrètement en Tunisie ? Donc on le disait, le renforcement des capacités matérielles, humaines, financières des autorités, notamment qui sont en charge des surveillances maritimes. Donc c'est le cas de la Garde nationale maritime. Mais ça a été aussi énormément de moyens qui ont été dépensés via un autre programme qui s'appelait le Integrated Border Management, IBM Tunisia. Donc c'est le programme de gestion intégrée des frontières, comme ils disent, qui lui a permis au moins, alors c'est très difficile d'avoir accès à l'ensemble de l'information, mais au moins il a permis la création de 2 centres de formation qu'ils appellent interrégionales au sud et au nord de la Tunisie et qui vont permettre en fait la formation de nouveaux gardes-frontières dans la région qui seraient à même de pouvoir du coup contrôler davantage ces frontières et encore une fois éviter la migration vers la Tunisie. This is the Libyan Coast Guard intercepting a boat in international waters in the Mediterranean Sea. On board are approximately 20 migrants trying to reach European shores. Instead, they were intercepted and taken to Libya, where they faced arbitrary detention, violence and exploitation. Est-ce que tu peux me parler de l'accord qui a été signé entre l'UE et la Tunisie le 16 juillet dernier, dont 105 millions d'euros seraient dédiés à la gestion des flux migratoires, la sécurisation des frontières et le renforcement des contextes de migration régulière. On en est où de cet accord ? Alors cet accord, il a été signé il y a très peu de temps. Comme on le disait, c'est un accord qui est informel. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de ratification de la part des parlements et ça veut dire aussi que certains États membres, finalement, qui n'ont pas été consultés pour la signature de cet accord qui a été fait directement par la Commission européenne,
sont assez mécontents de la façon dont ça a été géré. Pour autant, ils partagent les objectifs, qui sont, encore une fois, de limiter la migration vers l'Europe. Et donc, ces financements sont en cours de déboursement. En tout cas, c'est ce que essaye de dire la Commission européenne. Et elle a annoncé en septembre 2023, donc quelques semaines après la signature du mémorandum d'entente, qu'en effet, les premiers déboursements allaient être faits sur deux composantes. La première, celle qui concerne l'appui budgétaire, et l'autre composante qui concerne la migration. Donc il y avait 105 millions d'euros qui étaient annoncés pour renforcer le contrôle des frontières, lutter contre les passeurs, etc. Et là, en septembre 2023, du coup, la Commission européenne annonce que 67 premiers millions d'euros sont déboursés. Elle le fait en grande pompe avec un communiqué de presse officiel, etc. Et la Tunisie, en contrepartie, dit en fait, on ne veut pas de ces clopinettes. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout que vous nous aidiez dans la négociation avec le Fonds monétaire international. Et en plus, ces 67 millions d'euros que vous nous annoncez sur l'immigration, c'est de l'argent que vous nous deviez déjà. Donc nous, on veut plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe du coup depuis ces annonces ? Alors aujourd'hui, on n'a pas de certitude en fait sur où en sont ces financements. Est-ce que ces financements sont bien arrivés en Tunisie ? Est-ce qu'ils sont finalement été acceptés ou pas ? Comme on le disait, le gouvernement tunisien entretient un double discours très efficace sur la question migratoire. Donc peut-être qu'elle a reçu ces financements, peut-être pas. En tout cas, les programmes continuent en fait. Les financements, qu'on le disait, qui sont déboursés de manière colossale depuis 2015, en fait, ils continuent. On parlait tout à l'heure du programme BMP, donc sur la gestion des frontières, et de 2 centres de formation des gardes frontières qui ont été créés dans ce cadre-là. Et ces centres viennent d'être inaugurés en novembre 2023. Dans ton rapport, tu parles du rôle de Civipol. C'est quoi ? Alors, Civipol, c'est un opérateur, ce qu'on appelle un opérateur de coopération internationale, qui dépend du ministère de l'Intérieur français. Donc, c'est-à-dire que c'est une société publique-privée, elle a le double statut, qui met en œuvre tous les projets de coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Et quel est le lien entre Civipol et le financement de la France envers la Tunisie ? Alors Civipol, c'est un acteur qui est devenu de plus en plus important ces dernières années dans la coopération migratoire européenne, parce qu'en fait, il a réussi à se positionner sur tout un tas d'appels à projets au sein du Fonds fiduciaire pour l'Afrique, et qui lui ont permis de développer donc, des projets de renforcement de la biométrie dans tout un tas de pays africains notamment, et de renforcement des autorités qui sont impliquées dans le contrôle des frontières. Et donc en Tunisie, on le retrouve en fait depuis 2018, particulièrement bien positionné sur certains projets qui ont trait au renforcement notamment de la garde nationale maritime tunisienne. Et aujourd'hui, on voit tout un tas d'appels d'offres, d'appels à candidature sur le site de Civipol qui font état aussi de son très bon positionnement dans les prochains financements qui vont être certainement issus du mémorandum d'entente entre l'Union européenne et la Tunisie, particulièrement sur cet aspect de surveillance maritime, mais aussi sur une autre initiative de l'Union européenne qui s'appelle l'initiative Équipe Europe Route Méditerranée centrale, qui est l'idée, on va dire, par 2 États, l'Italie et la France, et dans laquelle on suppose que Civipol aura une très bonne part pour renforcer encore une fois le contrôle des frontières dans ce pays. De quelle manière ? Donc Civipol, c'est un acteur qui a été assez incontournable dans tout ce qui était la formation des autorités compétentes dans le contrôle des frontières, notamment pour les gardes frontières et les gardes-côtes. Et aujourd'hui, on le voit extrêmement bien positionné sur différentes initiatives dans lesquelles l'Union européenne cherche à augmenter les capacités des autorités tunisiennes pour la surveillance maritime. Donc, comme on le disait, il est encore très très bien positionné pour tout ce qui est
formation à ces autorités. Mais c'est aussi lui qui va permettre la livraison de différents équipements, différents matériels. On a peu d'informations, encore une fois, sur ce matériel-là. C'est ce qu'on cherche à savoir, vraiment avoir de la transparence pour savoir si c'est du matériel, comme ils l'indiquent eux, qui permettra le sauvetage des personnes en mer, ou si c'est plutôt du matériel policier, comme ce qui a déjà été fait dans les dernières années. C'était plutôt du matériel comme des drones, des radars, des bateaux de patrouille, qui avaient peu d'éléments communs avec les bateaux de sauvetage qu'on peut voir en Méditerranée, qui sont aujourd'hui exclusivement opérés par des ONG, mais plus par du matériel essentiellement policier et militaire. Dans ton rapport, tu mets en lumière le rôle de la France dans ces financements. En même temps, tu mets en lumière le rôle de la France et en même temps, on n'en sait pas plus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été si difficile d'enquêter et d'obtenir des réponses du gouvernement ? Et à ce jour, on sait quoi sur le rôle de la France dans les financements ? Ouais, c'est très compliqué en fait, à la fois sur les financements européens, d'avoir une transparence, c'est-à-dire que l'Union européenne est très bonne dans la communication sur le lancement des projets. Mais en fait, nous, ce qu'on cherche à savoir en tant que société civile, c'est quelles sont les conséquences en fait de la mise en œuvre de ces projets. Et ça, on a toutes les associations qui travaillent sur ces financements-là se cassent les dents depuis plusieurs années pour avoir une évaluation correcte et détaillée de l'ensemble des financements, de savoir quelles sont les autorités qui sont financées à travers les premières annonces et les premiers plans en fait, et objectifs qui sont annoncés. Ça, c'est au niveau Union européenne, et au niveau de la France, je dirais que c'est encore pire en fait. Il n'y a aucune transparence qui est faite sur ces financements. On a pourtant une agence française de développement qui produit des rapports chaque année qui ne sont pas publics à ce jour, mais qui met en exergue tout ce qui est fait au compte de la migration internationale et du développement, mais qui donne absolument pas, encore une fois, de détails sur tous les programmes qui sont engagés dans ce contexte. Et nous, au CCFD Terre Solidaire, on a été particulièrement interpellés juste avant la signature du mémorandum d'entente avec l'Union européenne, puisque le ministère de l'Intérieur français s'est rendu à Tunis pour rencontrer Haïs Saïed en juin 2023, et à l'issue de cette rencontre a fait un communiqué de presse, une conférence de presse dans laquelle il annonce 25,8 millions d'euros en aide bilatérale de la France, c'est-à-dire directement de la France vers la Tunisie, justement pour la lutte dite contre l'immigration clandestine. À partir de ça, et étant donné le contexte de violation des droits, nous on demande un peu en urgence un rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur. On est reçu par le conseiller immigration du ministère de l'Intérieur qui nous dit ne pas vouloir nous donner d'informations, refuse de nous donner l'information et nous invite à faire une demande officielle, voire à saisir en fait les autorités compétentes pour avoir accès à cette information. Un peu mécontent de cet entretien avec ce conseiller, on décide de le prendre au pied de la lettre et d'envoyer une lettre officielle pour avoir accès aux détails des financements. On contacte aussi des parlementaires, un sénateur, une députée qui vont déposer des questions écrites au gouvernement pour avoir cette information. Et force est de constater que dans le délai imparti, qui est d'1 mois normalement pour la réponse à ces questions écrites au gouvernement ou à ces interpellations de ministère, en fait, on n'a pas de réponse. Donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, aidés par une alliance d'avocats qui sont spécialisés dans les questions liées aux droits humains, c'est de saisir l'autorité compétente dont nous parlait le ministère de l'Intérieur au départ, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, pour savoir si le ministère de l'Intérieur a obligation de nous fournir l'information sur ces financements. Mais tu vois, tout ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir accès à une information qui est pourtant élémentaire et cruciale. En fait, c'est l'argent du contribuable qui est dans la balance. Et en fait, il est impossible, que ce soit aujourd'hui de la part de la société civile ou de la part des parlementaires, d'avoir accès à cette information. Vous avez reçu un refus catégorique ? On n'a pas reçu de réponse. Mais pas de réponse dans un délai d'1 mois implique refus. Et
justement, en fait, qu'est-ce que ça implique, ce manque de transparence et d'information sur ces financements? Quelles sont les conséquences que ça a sur les personnes exilées concrètement en Tunisie? Oui, c'est exactement nous, ce pourquoi on demande la transparence. On ne demande pas la transparence pour la transparence, même si on défend la transparence en tant que principe. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement où vont ces fonds pour savoir si la France, l'Union européenne, se rendent d'une certaine manière complices de violations des droits humains en soutenant des autorités qui elles-mêmes pratiquent des violations à l'égard des personnes exilées. Et c'est en effet ce qu'on est en train de constater depuis plusieurs années en Tunisie, mais particulièrement depuis 2023 et le discours de Haïs Saïed, parce qu'il y a toute une vague de violence qui s'est suivie de la part de citoyens et de citoyennes, mais aussi et surtout de la part d'autorités tunisiennes qui ont détenu arbitrairement des personnes exilées depuis février 2023, qui ont déporté ces personnes par centaines dans des zones complètement désertiques à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, et qui les ont tout bonnement abandonnés pendant plusieurs jours sans aucune assistance vitale, en empêchant les associations, en empêchant les organisations internationales, notamment les organisations des Nations Unies, de pouvoir porter assistance à ces personnes. Moussa et Camara sont originaires de Guinée-Conakry. Cela fait 3 semaines qu'ils se cachent dans l'oasis de Nefta, dans le sud-ouest de la Tunisie. On a mis des cartons sur la terre pour être un peu moins confortable, nos sacs pour des coussins, de l'oreiller. Début juillet, ils ont été expulsés de la ville de Sfax par les forces de sécurité tunisiennes vers le désert entre la Tunisie et l'Algérie. Des deux côtés de la frontière, les forces de sécurité leur ont interdit l'accès à leur territoire. Les 2 Guinéens se sont retrouvés pris au piège dans cette zone désertique. On avait fait 7 jours sur le désert. Pas l'eau, pas de nourriture. Sékou Traoré Omar nous partage son expérience d'exil en Tunisie et notamment son expulsion dans le désert entre la frontière libyenne et tunisienne. Donc on était là à 21h, 22h. Il est revenu avec le deuxième bateau. Le deuxième bateau, on est monté. Lorsqu'on est arrivé, on s'est assis dans le bateau. Ça n'a pas fait 5 minutes, il y a la marine qui est venue. Ouais, ils vous ont attrapé. En fait, c'était un coup monté. Il a pris le bateau, il m'a tapé, il me s'est assis tranquille. Après ça, il nous a pris, arrivé au port. Au port, on nous a mis dans un bus, direction Bengaden. Ok. On a dépassé Bengaden dans le désert. Et dans le désert, on était 122, je crois bien. Et étant dans le désert, on a croisé un berger. Un berger, tu veux dire? Et du coup, c'est moi-même, je l'ai approché. Je lui ai demandé, est-ce que c'est un Tunisien? Il m'a dit, oui, c'est un Tunisien. Ok, nous, on nous a expliqué à la frontière, on est au désert, on cherche la route pour se retourner en Tunisie. Il me dit, ah oui, je sais. Est-ce que vous avez des téléphones? Je dis, oui, bien sûr. Vous avez un peu d'argent? Ce jour, moi, j'avais que 60 €, parce que j'ai changé le dinar en euros au cas si j'arrive à Lampedusa. Il m'a dit, ok, donne-moi. Okay. Et après, il a appelé le téléphone. Il dit, il va appeler. Mais il va appeler quelqu'un qui va venir nous aider. On n'a pas le droit de partir avec le téléphone. Puisqu'on était en danger. Donc le téléphone, ça ne coûte rien. On allait prendre le téléphone. Il y a certains qui ont caché pour eux. Il y a certains qui n'ont pas donné pour eux. Donc, il a appelé. Nous, on croyait qu'il appelait en Tunisie. Un de ses amis qui allait venir nous chercher pour nous renvoyer en Tunisie. Quand il a fini d'appeler, il dit, le gars, il est en train de venir. Il était avec ses moutons. Ça n'a pas duré, ça n'a pas fait 30 minutes. Le gars, il est venu avec un camion. Après, ils ont parlé un peu juste à côté. Il dit, ok, allez, vas-y, montez. Et en montant dans le camion, j'ai demandé au gars, mais où est-ce que vous allez nous envoyer? Parce que puisqu'on a donné le téléphone, on a payé encore de l'argent. C'est où? C'est à Sfax ou en Tunis? Il dit non, il va nous envoyer jusqu'à en Tunis. Et vous êtes arrivé où finalement? Quant à moi, j'ai vu ça un peu bizarre. Parce que j'ai duré en Tunis.
je connais la Tunisie et je connais Sfax. Je sais, c'est pas du tout facile de quitter à Ben Gaden avec un camion jusqu'en Tunisie, à la frontière. J'ai essayé de parler avec des amis, ils ont dit, bon, toi, tu as trop duré en Tunisie, tu es devenu comme un Tunisien, donc laisse, on va. J'ai dit, ok. On est monté dans les camions. Du coup, quand les gars nous ont pris à Sfax, quand la marine nous a pris à Sfax, on nous a envoyé dans le désert, on a fait qu'une heure ou 2 heures. Mais les gars, il a roulé plus que ça. Donc en fait, tu t'enfonçais de plus en plus dans le désert. J'ai dit, mais c'est pas clair. Et à ma grande surprise, il faisait déjà nuit, il a garé le camion, il dit, bon, descendez. C'était à la première mosquée de la Libye. Je me rappelle bien, il y avait 4 cocotiers, il dit, descendez. Je dis, mais là, ici, c'est pas la Tunisie. Ici, pas à Sfax. Ici, pas en Tunisie, c'est pas Tunis. Il dit, descendez. Lorsqu'on descendait, il y avait des gens qui s'étaient arrêtés déjà, qui nous attendaient avec des armes. Des armes? Oui. Après, ils ont commencé à nous taper. J'ai eu un coup même ici qui est là. On nous a mis dans une maison au sous-sol. Lendemain matin, on nous a mis dans un camion jusqu'à Azouara. Arrivé à Azouara, maintenant, les gars, ils prennent son téléphone. Si tu as un numéro d'un de tes parents, tu l'appelles pour qu'on l'envoie de l'argent. Quand tu es libéré. Il y a certains, moi, au début, je ne voulais pas appeler. Parce que j'étais trop fatigué de la route. J'ai dit non, je ne peux pas appeler. Donc j'ai vu, il y a des amis qui appelaient toujours. Et puis, chaque jour, je vois qu'il y a au moins 2 personnes, 3 personnes qu'on les libère. Je dis ok, d'accord, dans ce cas, je vais appeler ma mère pour voir. J'ai donné le numéro de ma mère et il a lancé le numéro. J'ai expliqué le problème. Elle m'a dit ok. Mais le Libyen, par contre, ils étaient 5 Libyens, 2 Camerounais, plus 3 Tunisiens. Tu veux dire les personnes qui vous retenaient oui. En captivité? Oui. Ok. Donc, du coup, les Camerounais, nous tous, comme on est des Noirs, je me suis approché. J'ai dit, mon frère, mais est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Il me dit, non, si je ne fais pas ça, moi-même, je vais mourir. Ah, il était piégé? Ouais, j'ai dit, ok, pas de souci. J'ai compris. Je suis resté, j'ai appelé ma mère, ils ont donné un numéro, un compte, où elle a versé de l'argent. Combien tu as dû payer? Ouais, 250 000 francs. CFA? CFA. En sortant, je marchais, parce que j'ai pas un coin où y aller. Je marchais comme ça dans la rue. Et par la chance, j'ai croisé une dame qui s'appelait Basma. Elle était avec ses enfants. Elle m'a appelé. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Elle m'a dit ça en arabe. Je ne comprenais pas. Je me suis approché. Et tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom. Elle dit, rentre chez moi. Je suis rentré. Le lendemain, il y a son fils qui est venu. Lui, il parle un peu français. Il est venu m'a poser des questions, je l'ai expliqué. Il m'a dit, ok, comme tu connais la Tunisie, tu viens de la Tunisie. Moi, il y a ma femme avec ma fille qui sont en Tunisie. Je vais te ramener en Tunisie. Oui, justement, tu le disais très bien, les expulsions collectives dans le désert des personnes d'origine subsaharienne ne sont pas nouvelles. Ça fait des années qu'elles sont dénoncées par différentes organisations, mais la situation s'est nettement dégradée depuis 2023, comme tu viens de l'expliquer. J'aimerais préciser qu'en septembre dernier, Human Rights Watch dénonce de nouveau des expulsions collectives de plus de 100 personnes vers le désert à la frontière algérienne, organisées après des interceptions en mer par les gardes-côtes tunisiens. Il y a aussi en octobre un article du Monde qui révèle que près de 3700 personnes d'origine subsaharienne auraient été déportées vers la Libye cette fois, donc par les autorités tunisiennes depuis juin seulement, et recense parmi elles une trentaine de décès avérés et plus de 80 personnes disparues. En décembre, voilà, on voit l'évolution. Libération atteste que ce sont plus de 5500 personnes déportées vers la Libye et plus de 3000 vers l'Algérie. Donc ce sont les derniers chiffres qu'on a, et ça depuis juin.
Donc on voit vraiment une évolution et on voit qu'il y a des enquêtes qui sortent pour montrer ces violations des droits humains. En même temps, il y a beaucoup d'experts qui s'en inquiètent, qui dénoncent ces expulsions arbitraires et ces déportations qu'on considère en tout cas comme des déportations, même des Nations Unies qui dénoncent des crimes contre l'humanité commis dans ces lieux, et pourtant l'UE ne dit rien, ne fait aucune déclaration depuis ces derniers mois. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il y a une complicité de l'UE avec ces violations des droits humains commises par la Tunisie ou pas? Je pense que c'est pas à nous de l'établir. Il y a des experts des Nations Unies qui le font très bien sur la question de la Libye ces dernières années. Mais clairement, nous, c'est le risque en fait qu'on identifie, et ce pourquoi on essaye d'interpeller à la fois l'opinion publique, les parlementaires et le ministère pour dire attention, vous êtes en train de répliquer exactement ce qui se fait en Libye et qui mène aujourd'hui des experts des Nations Unies à dire que l'UE se rend en effet en partie complice de crimes contre l'humanité qui sont perpétrés à l'encontre des personnes exilées et qu'elle soutient à travers ses financements et ce silence en fait diplomatique une espèce de système esclavagiste et qui met en péril concrètement la vie des personnes en fait. Donc en Tunisie, c'est clairement en fait le risque qu'on a identifié, c'est qu'en fait on assiste à une espèce de libyanisation de la situation. On a une Union européenne qui va soutenir des autorités qui sont de moins en moins légitimes du fait de la dérive autoritaire du régime, du fait des violations des droits humains qui sont avérées, répétées, systémiques. Et puis on a tout un système en fait qui est en train de se mettre en place. Que tu parlais de l'article de Libération qui est sorti en décembre. Cet article, il met en exergue en effet la massivité en fait du phénomène depuis juin 2023. C'est-à-dire que depuis 2019, en effet, il y a plusieurs articles qui viennent témoigner d'expulsions collectives dans le désert qui sont réalisées par la Tunisie. Mais là, on assiste à quasiment 10 000 personnes qui, en l'espace de 10 mois, ont été abandonnées en plein désert. Et ça, c'est plutôt inédit ces derniers temps en Tunisie. Et puis, ce que révèle aussi cet article, c'est que il y a une coopération en fait entre les différentes autorités tunisiennes depuis les interceptions en mer. Donc, il y a des interceptions qui sont faites par les gardes-côtes tunisiens. Les gardes-côtes tunisiens remettent les personnes interceptées en mer aux gardes frontières, qui finalement abandonnent ces personnes dans le désert, voire qu'ils les livrent à des milices, notamment à la frontière libyenne. Et ça, c'est encore peu documenté. Il y a quelques personnes qui commencent à s'intéresser à cette question-là pour savoir en quoi, en fait, cette coopération... comment s'organise cette coopération. Mais en fait, il y a un véritable système de traite qui est en train d'être organisé. Quand on sait ce qui se passe en Libye, c'est connu de tout le monde, documenté par des associations, encore une fois des organisations des Nations Unies depuis très longtemps, où les personnes qui sont aujourd'hui détenues en Libye sont extorquées, violées, volées, réduites en esclavagisme, torturées en fait. Donc oui, je pense qu'il y a un risque énorme que l'Union européenne devienne complice en fait de ce système de traite d'êtres humains. Tu parlais des interceptions en mer. Selon les autorités tunisiennes, ce sont près de 70 000 personnes qui ont été interceptées en 2023. C'est un chiffre qui a doublé par rapport à 2022. Et dans ton rapport, tu mets d'ailleurs en exergue des interceptions très violentes, accompagnées de vols de moteurs des bateaux. Quelles sont les informations que toi tu as recueillies sur ce point-là ? Alors, ce n'est pas des informations de première main que le CCFD Terre Solidaire a pu recueillir. On les a recueillies à travers d'autres associations qui travaillent sur cette thématique depuis très longtemps, notamment le réseau Alarm Phone qui est en lien sur la question du sauvetage et de la recherche en mer. Ce réseau a recueilli, à travers beaucoup de témoignages, en fait, des vidéos, des photos,
des témoignages qui parfois ont été publiés aussi sur les réseaux sociaux par des personnes qui avaient été victimes de ces interceptions et qui relaient des choses assez systématiques. Donc tu parlais de vols de moteurs par exemple, il y a des vols des bateaux eux-mêmes aussi, il y a des pratiques assez périlleuses aussi qui sont réalisées par les gardes-côtes tunisiens et qui peuvent mener à des naufrages. Il y a aussi des faits de navires en fait de la patrouille tunisienne qui viennent percuter les bateaux des personnes exilées. Il y a des extorsions aussi qui sont menées en échange d'opérations de sauvetage. Donc en fait c'est exactement le même type en fait de violences qui sont constatées depuis des années par les gardes-côtes libyens qui sont aujourd'hui en train de se voir avec les gardes-côtes tunisiens. Concernant la dérive autoritaire du gouvernement tunisien, on observe depuis quelque temps une criminalisation des organisations. Est-ce que tu peux m'en dire plus et me dire aussi comment ça a affecté ton travail avec les partenaires locaux de CCFD Terre Solidaire ? Oui, cette criminalisation, elle fait partie en fait de tout un système de dérive autoritaire, d'affaiblissement du pouvoir parlementaire, du pouvoir judiciaire aujourd'hui, mais qui affecte du coup tout un tas de personnes qui sont considérées par le régime comme des ennemis, fomentant une espèce d'opposition politique. Sur la criminalisation de la société civile, il y a eu un fait particulièrement important. Il y a très peu, c'est la promulgation qui a été faite par Raïs Sayed d'un décret, ce qu'il appelle un décret-loi, le décret-loi 54, et qui vise officiellement à lutter contre la cybercriminalité. Pourquoi c'est important pour la société civile et sa criminalisation ? C'est parce que ce décret-loi, il octroie à l'exécutif des pouvoirs complètement élargis et certainement un peu démesurés, pour contrôler à la fois les contenus qui sont publiés en ligne et pour réprimer aussi les auteurs de ces contenus. 16 organisations nationales et internationales engagées dans la protection des droits de l'homme ont participé au Forum national de défense des victimes de partialité judiciaire et de procès inéquitables. Cet événement a été l'occasion de diagnostiquer le système judiciaire en Tunisie. En fait, la situation depuis 3 ans et avec la mise en place de l'état d'exception, il y a eu une mainmise sur les articulations d'un État, il y a eu un rétrécissement de l'espace civique et l'espace politique, il y a eu une abolition du principe de séparation de pouvoir. Donc c'est en fait suite à ce... Donc finalement ce décret, ce qu'il atteint, c'est... la limitation de la liberté d'expression. Et ça a touché tout un tas de militants, d'activistes, de blogueurs en Tunisie. On sait l'importance qu'ont pu avoir les blogueurs dans la révolution du jasmin de 2011. Donc des personnes qui sont retrouvées aujourd'hui emprisonnées, pour lesquelles on a récupéré tout un tas de données en invoquant des motifs hyper flous et vagues de conspiration contre l'État. Donc ça, c'est un premier fait qui est extrêmement préoccupant. Et le deuxième, nous, qu'on voit poindre et qui est pas mal relayé par les partenaires du CCFD Terre Solidaire, c'est une nouvelle loi qui viendrait modifier une loi existante sur le financement des associations, les financements étrangers des associations. Ce type de loi, on les voit émerger dans pas mal de pays de la région ces derniers temps, et qui vise en fait à limiter... selon ces gouvernements, l'influence extérieure et le poids, en fait, en effet, d'un contre-pouvoir qui serait opéré par les associations dans leur propre pays. Pour l'instant, c'est encore un projet qui doit être discuté par le Parlement, mais on sait qu'avec la dérive autoritaire et l'affaiblissement du pouvoir du Parlement, tout projet qui est mis sur la table par l'exécutif, en fait, a vocation à être adopté à un moment donné. Donc c'est extrêmement préoccupant parce que ça viendrait en fait d'une certaine manière mettre sous tutelle les associations de la société civile, les organisations de la société civile par rapport au pouvoir exécutif pour encore une fois limiter leur liberté d'expression. Et donc très concrètement sur ce rapport, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même pu faire ce déplacement en Tunisie en décembre 2022 qui nous a permis de récolter tout un tas d'informations auprès de
des associations partenaires du CCF des Terres Solidaires, mais aussi de tout un tas d'autres acteurs, de familles de personnes disparues en mer, d'associations de pêcheurs artisanaux qui sont dans différentes régions de la Tunisie et qui ont pu partager différentes expériences avec nous, des personnes exilées elles-mêmes qui sont victimes. Mais aujourd'hui, par contre, ce rapport, on le sort qu'en notre nom propre. On aurait pu le sortir en collaboration avec d'autres associations, recueillir aussi, faire écho à des rapports que ces mêmes associations ont pu sortir il y a quelques années. Aujourd'hui, pour ne pas mettre en péril leurs activités et leur intégrité physique même, on est incapable en fait de faire ce travail officiellement ensemble. La première préconisation, recommandation qu'on a en direction notamment de l'Union européenne et de ses États membres, c'est d'arrêter de manière urgente tout financement qui irait aux autorités tunisiennes, et notamment celles qui sont impliquées dans les violations des droits des personnes qu'on a mises en exergue dans ce document. Donc, c'est-à-dire toutes les autorités qui sont à même de faire de la surveillance maritime, des interceptions de personnes dans les embarcations en mer, et celles qui sont impliquées dans le contrôle des frontières, donc notamment la garde nationale tunisienne ou les gardes frontières tunisiens. Ce 5e épisode est terminé, mais on se retrouve dans le prochain qui sera consacré à la liberté de la presse. On aura le plaisir d'accueillir Walid Bourouis, un journaliste tunisien, qui nous racontera les raisons de son exil en France. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les portraits et les articles qui accompagnent chaque épisode de cette série. Ils sont rédigés par Aïdoni en français et en anglais, et vous pouvez les lire sur le site de Spectomédia ainsi que sur le site d'Aïdoni.